Quelles étaient les premières religions du monde? Y a-t-il eu, comme le pensent certains, une religion centrée autour du culte d'une déesse mère durant le néolithique? Mieux, est-il possible qu'il existait un matriarcat primitif qui aurait été structuré autour d'un panthéon féminin? Comme nous le verrons, il n'y a pas de consensus entre les archéologues et les préhistoriens sur cette question. Chacun a des théories bien différentes sur les religions néolithiques. Pour répondre à toutes ces questions, on doit d'abord faire quelques précisions concernant notre objet. Traditionnellement, les préhistoriens considèrent que la période de la préhistoire est comprise entre l'apparition de l'homme, il y a environ 3 millions d'années, et l'invention de l'écriture vers moins 3500 avant Jésus-Christ. Classiquement, la préhistoire est subdivisée en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique est caractérisé par des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, mais vers moins 9000, moins 8000 avant Jésus-Christ, un grand tournant s'opère dans l'histoire de l'humanité. Ces chasseurs-cueilleurs commencent à se sédentariser, c'est la naissance des premiers villages, puis de l'agriculture et de l'élevage. Pour désigner ce passage de sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades à des agriculteurs et éleveurs sédentaires, on parle de néolithisation, ce que Gordon Shield a appelé la révolution néolithique. Pour Gordon Shield, cette révolution néolithique est due à des changements climatiques et démographiques. Donc finalement, c'est la nature qui aurait contraint les chasseurs-cueilleurs à se sédentariser et à domestiquer des animaux. La théorie de Shield est clairement inspirée par le matérialisme historique de Marx, c'est-à-dire qu'il considère que ce sont les conditions matérielles, donc finalement les infrastructures, qui auraient contraint les hommes à changer leur mode d'organisation. Mais sa théorie a été critiquée, notamment par l'archéologue français Jacques Cauvin. Dans un livre qui s'intitule « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture », il avance l'idée inverse. C'est-à-dire que selon lui, avant qu'il y ait eu un changement dans le mode de subsistance des chasseurs-cueilleurs, il y aurait eu un changement dans les idées, dans les représentations sociales, autrement dit au niveau culturel, au niveau des suprastructures. C'est ce qu'il a appelé la révolution symbolique. Cette révolution symbolique nous intéresse particulièrement parce qu'elle aurait été structurée autour de l'émergence d'une nouvelle religion au néolithique. Religion qui aurait elle-même été marquée par deux figures importantes, la figure de la grande déesse et la figure du dieu taureau. Donc pour Cauvin, c'est ce changement religieux, où la figure de la femme et de la mère aurait eu une importance particulière, qui aurait joué un rôle dans la mise en place de sociétés agricoles sédentaires. Pour résumer, pour Cauvin, il a bien existé au néolithique un culte de la grande déesse. Pour autant, il réfute l'idée d'un matriarcat. L'existence d'un panthéon féminin ne signifie pas nécessairement que les femmes ont dans la réalité une position sociale dominante. Donc finalement, il n'y a pas forcément de lien entre un univers religieux et la réalité concrète d'une organisation sociale. Mais Cauvin n'est pas le premier à avancer l'idée d'un culte de la déesse mère. Si on fait une généalogie de notre objet, on se rend compte qu'en 1861, le juriste allemand Barhofen parlait déjà d'un culte de la déesse mère et d'une matrifocalité propre aux sociétés préhistoriques. Dans son colossal ouvrage Das Mutterrecht, en français le droit maternel, il introduit l'idée selon laquelle, avant les sociétés dites historiques, qui pour le coup reposent plus sur un modèle patriarcal, auraient existé des sociétés pacifiques où les valeurs féminines de paix auraient prédominé et où la femme aurait eu une grande importance. Donc là encore, il ne parle pas clairement de société matriarcale, mais tout au moins de matrilinéarité, voire de matrifocalité. Cependant, Barhofen a été vivement critiqué suite à sa thèse, notamment à cause de sa méthodologie qui était jugée un peu hasardeuse à l'époque, mais ses idées ne sont pas tombées dans l'oubli et ont une postérité. C'est là qu'intervient une autre figure importante dans notre exposé, Maria Gibuntas. Maria Gibuntas, c'est vraiment l'archéologue et la préhistorienne qui a popularisé cette théorie d'un culte de la déesse mère au néolithique et d'une domination sociale des femmes. Elle a développé cette idée tout au long d'une œuvre prolifique, et le premier ouvrage qui en fait mention paraît en 1974 et s'intitule Gods and Goddesses of Old Europe. Dans ce livre, elle développe l'idée selon laquelle les premières sociétés néolithiques auraient été des sociétés pacifiques, donc comme le pensait Barhofen, où les individus auraient vécu en harmonie et où il y aurait eu une prééminence sociale des femmes. Là encore, elle ne parle à aucun moment de matriarcat à proprement parler, mais bien d'un espèce de règne féminin, un droit maternel. Ce culte d'une grande déesse et cette prévalence des femmes auraient pris des formes relativement différentes selon les régions, mais auraient eu un vocabulaire commun, des ressemblances. Elle va jusqu'à parler d'une civilisation de l'ancienne Europe, qu'elle appelle The Old Europe. Il aurait donc existé une civilisation néolithique relativement unifiée autour d'une culture commune, bien qu'elle distingue des sous-aires culturelles avec des variations, et cette culture commune aurait elle-même été structurée autour d'un panthéon quasi exclusivement féminin. Selon Maria Gibuntas, en haut du panthéon siégeait une grande déesse mère, pourvoyeuse de vie et autorégénératrice, qui aurait été accompagnée d'autres divinités, notamment une déesse serpent, une déesse de la végétation, une déesse oiseau, etc. Selon cette théorie, ces sociétés féminines pacifiées auraient pris fin avec l'arrivée des Indo-Européens vers moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc les Indo-Européens qui auraient été des peuples guerriers
qui aurait instauré des sociétés patriarcales avec un panthéon de dieux masculins et une organisation hiérarchique de la société. Donc la question qui se pose maintenant est la suivante. Quelles preuves sont données pour justifier de ce fameux culte ? Quelles traces archéologiques a-t-on de cette religion néolithique, voire de cette prétendue matrifocalité néolithique ? Maria Gibuntas a produit toute une théorie autour des frises et des symboles qui sont présents sur la poterie et la vaisselle du néolithique. Et c'est d'ailleurs un reproche qu'on lui a fait. C'est-à-dire qu'elle a interprété des formes géométriques, donc des serpentins, des cercles, des triangles, comme étant tantôt liées à telle déesse, tantôt à une autre. Ça lui a valu de nombreuses critiques puisque finalement, elle n'a fait qu'interpréter de manière subjective, voire même surinterpréter, des symboles assez abstraits dont la signification ne sautait pas forcément aux yeux directement. Donc si on oublie la poterie et la vaisselle, la principale preuve qui est avancée pour justifier de ces théories, c'est le fait qu'on ait retrouvé des dizaines de milliers de statuettes féminines qui datent du néolithique. Donc la plupart de ces statuettes représentent des femmes nues, avec des formes opulentes, des hanches larges, un ventre assez proéminent, elles sont fortement sexualisées. On a retrouvé des statuettes comme celle-ci dès le début du 8e millénaire avant Jésus-Christ, et elles se sont répandues dans tout le Proche-Orient, et même au-delà, durant tout le néolithique. Donc la question qui se pose à partir de là est la suivante. Ces statuettes ont-elles eu ou non une signification religieuse ? Pour Maria Gibuntas, cela ne fait aucun doute. Ces figurines sont clairement des représentations des divinités qui étaient adorées par les hommes du néolithique. Pour elle, non seulement elles sont religieuses, mais en plus elles traduisent une domination sociale des femmes. Jacques Covin, lui, est un petit peu plus nuancé, mais il conclut tout de même à un culte d'une grande déesse, bien qu'il réfute l'idée d'une matrifocalité. Cependant, un autre anthropologue s'est intéressé à ces statuettes, et pour lui, il est très peu probable qu'elles aient été de nature religieuse. Cet anthropologue, c'est Alain Testard. Dans un ouvrage de 2001 qui s'intitule La déesse et le grain, Alain Testard réfute point par point la théorie d'un culte de la déesse mère. Pour Testard, la représentation des femmes à travers l'histoire, que ce soit dans l'art, la poterie, le mobilier, l'architecture, la sculpture, etc., n'est pas nécessairement la traduction d'une importance sociale ou religieuse des femmes, bien au contraire. Et là, je le cite. Partout, dans toutes les sociétés connues, ce sont les hommes qui manipulent les images de femmes, tout particulièrement de femmes dénudées, et ceci n'est pas le signe d'une quelconque prépondérance féminine, mais seulement une des traductions les plus ordinaires de la domination masculine. En d'autres termes, si les femmes sont représentées et si en plus elles sont fortement sexualisées, cela n'a pas de signification religieuse. La femme joue un rôle instrumental, elle sert de parure, d'ornement, son corps est objectivé. Donc finalement, ces statuettes pouvaient avoir différentes significations autres que religieuses. La femme pouvait être objet sexuel, elle pouvait représenter la fécondité, la maternité, etc. Et c'est là qu'Alain Testard introduit une idée qui va diriger tout son ouvrage. Tout ce qui est symbolique n'est pas nécessairement religieux. Là, indirectement, il critique certains anthropologues et certains archéologues qui ont pu considérer que des artefacts qui avaient manifestement une dimension symbolique étaient nécessairement religieux. Donc pour Testard, non seulement ces statuettes ne sont pas religieuses, mais en plus, même si elles l'étaient, en aucun cas ça ne démontrerait l'existence d'une matrifocalité dans les sociétés néolithiques. Il rejoint Jacques Covin sur cette idée. Tous les deux considèrent que la religion nous informe sur les structures de l'imaginaire, mais, et je cite Covin, elle ne nous dit rien sur le statut réel de la femme dans les sociétés néolithiques. Cependant, et là Alain Testard doit bien l'admettre, il y a quelques exceptions, notamment le site particulièrement fourni de Çatalhöyük en Anatolie, avec la célèbre statuette de la Dame au félin. La Dame au félin, c'est une figurine féminine, aux formes opulentes. Elle est assise sur un trône, elle a une position stable, assurée. Chacune de ses mains est placée sur la tête d'une panthère. Pour Testard, ça ne fait aucun doute, on a affaire à une position de domination. Cependant, là encore, est-ce qu'on peut vraiment conclure à un culte d'une grande déesse ? Est-ce que ça ne symboliserait pas plutôt la domination de l'homme sur la nature via la domestication des animaux et l'élevage ? Donc finalement, quelle conclusion on peut apporter à tout ça ? S'il y a une chose sur laquelle s'entendent tous les auteurs que nous avons cités, c'est le fait qu'il n'a pas existé un matriarcat primitif dans les sociétés néolithiques. La question est donc de savoir, sans parler de matriarcat, si les sociétés néolithiques étaient ou non centrées autour d'une religion et d'un culte de la grande déesse, et si oui ou non, il y aurait eu en même temps une domination sociale de la femme. Pour Maria Gibuntas, cela ne fait aucun doute, mais comme nous l'avons dit, ces théories ont été très critiquées. Jacques Covin, lui, est un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire qu'il corrobore l'idée de l'existence d'un culte d'une grande déesse, d'ailleurs qui serait allé de pair avec un culte du dieu taureau, mais il réfute l'idée d'une domination sociale de la femme. Alain Testard, quant à lui, il est très sceptique sur toute la ligne et ne croit ni à une religion féminine, ni à une matrifocalité préhistorique, car comme il le rappelle,
Aucune preuve sérieuse ne peut être avancée sur cette question. Aucune, sauf une peut-être, la figure assez emblématique de la dame au félin, qui fait de toute évidence figure d'exception parmi les représentations féminines du néolithique. Cependant, là encore, en l'absence de sources supplémentaires, ces théories ne peuvent rester que spéculatives. Donc finalement, on voit bien que lorsqu'il s'agit d'étudier les systèmes religieux préhistoriques, on ne peut pas apporter une réponse tranchée et définitive. On élabore des théories au fil des nouvelles découvertes, mais ces théories demeurent spéculatives et il est toujours très compliqué de prouver quoi que ce soit.